27 mars 2013 sur Radio Maria France. On va voir aujourd'hui les vertus de science et en particulier les sciences humaines. Arnaud Dumouche, comme tous les mercredis après-midi, pour l'émission sur les vertus. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra. Voilà, c'est reparti pour une émission de plus. Alors sauf que aujourd'hui, Sandra, nous ne sommes plus dans les vertus morales du tout. Donc c'est pour ça que nos auditeurs sont peut-être étonnés parce que nous voyons des vertus de l'intelligence. Donc, si vous voulez, ce qu'on pourrait faire, c'est faire la prière comme on le fait d'habitude, la prière du Père Marie-Dominique Philippe, et puis après, rappeler dans un premier temps ce que sont ces vertus. Je crois que c'est toujours utile. D'accord, et allons-y. Alors, demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, priez pour nous. Voilà, alors Sandra, les vertus, donc je rappelle, juste un petit rappel comme ça, nos auditeurs verront l'unité de ces émissions. Ce sont des dispositions stables qu'on acquiert dans son esprit et qui permettent d'agir, soit pour le bien, c'est par exemple les vertus morales, donc les vertus de justice, force, etc., soit pour l'art, pour la beauté, donc ce sont les vertus artistiques, mais ça peut être aussi en vue de la vérité. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Ce sont les vertus d'intelligence, de science, de sagesse. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, quand on pose un comportement qui est bon, eh bien petit à petit, on s'y habitue. C'est pour ça que Olivier disait à un moment donné que le nom des vertus, c'était habitus en latin. Il a raison. C'est comme une sorte d'habitude qui fait qu'après, facilement, très facilement, on agit, soit pour le beau, soit pour le bien, soit pour le vrai, soit pour d'autres choses. Voilà un petit peu. Alors peut-être une petite parenthèse, on oppose souvent au mot vertu le mot vice. Est-ce qu'un vice, c'est une absence de vertu? Non, c'est une disposition stable pour le laid, pour le mal ou pour le faux. Ça veut dire qu'en fait, c'est pareil, ça fonctionne pareil. On peut acquérir une disposition véritablement qui dure et qui en fait nous fait aller vers quelque chose de pas bien. Je prendrai tout à l'heure, vous allez voir Sandra, on va prendre un exemple par rapport à notre sujet. Je suis persuadé, je suis convaincu pour ma part, quand j'écoute par exemple des psychanalystes freudiens, qui sont vraiment dans la démarche freudienne, qu'en fait, ils ont un vice de l'intelligence. Ça veut dire qu'en fait, ils interprètent tout dans un cadre où ils sont habitués, tous les comportements humains, avec la grille freudienne, et du coup, ils en arrivent à dire n'importe quoi qui ne correspond pas à la vérité. Mais alors évidemment, je le donne comme ça, comme introduction, mais on le prouvera tout à l'heure. Ça va. Alors justement, nous avions parlé la dernière fois de la vertu d'intelligence. On devait parler de Freud, on n'avait pas eu le temps. Et vous nous proposez de parler d'abord des sciences humaines. Alors oui, parce qu'en fait, on va faire 2 émissions sur les vertus de science. Donc des vertus, ça veut dire des dispositions stables pour atteindre la vérité à travers des sciences. Donc les sciences, elles sont multiples. Alors d'abord, si vous voulez, on pourrait voir la différence qu'il y a entre la vertu d'intelligence, qu'on a vue la dernière fois, et les vertus de science. Ben, c'est très simple. La vertu d'intelligence, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir quand simplement il a l'habitude de regarder la réalité et de la connaître telle qu'elle est. Vous voyez, comme une espèce de bonne habitude qui fait qu'on ne cherche pas à l'interpréter à sa façon, on la regarde telle qu'elle est. Ça, on peut dire que c'est vraiment ce que le Père Marie-Dominique Philippe, qui est un peu le patron de ces émissions, m'avait appris. Ça veut dire qu'il nous disait à tous, on était ses étudiants, que le réel était le seul maître de notre intelligence. Et à force, eh bien ça devient une habitude. Ça veut dire que, en gros, moi par exemple, quand je suis devant des élèves, que je leur explique, mettons, le marxisme ou le freudisme, eh bien je leur donne l'habitude non pas de le juger à l'intérieur, mais de le juger par rapport à la réalité des hommes. Est-ce que ça marche, le système de Marx, pour expliquer les hommes? Et petit à petit, ils en prennent l'habitude. Alors en fait, Sandra, je leur fais parfois un mauvais coup, parce que quand après ils se retrouvent en université, eh bien c'est pas du tout cette vertu d'intelligence qui est utilisée. Ça veut dire qu'en université, on apprend à juger à partir de systèmes philosophiques multiples qu'on leur apprend, et pas à partir de la vérité. Si bien que je les préviens, je leur dis attention, parfois je vous handicape. Vous risquez d'avoir des mauvais points. Parce que, par exemple, on vous posera une question, la beauté est-elle subjective, mettons, et vous répondrez en cherchant la vérité.
Alors qu'on vous demandera en université de présenter des séries de systèmes qui ont répondu ceci et l'inverse, et puis de jongler avec des pensées. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Oui, en gros, on leur apprend thèse, antithèse, synthèse. Voilà, comme si la vérité, la synthèse, pouvait être une synthèse de deux erreurs. Alors que, normalement, quand on fait de la philosophie, ça pourrait être thèse, d'accord? Donc on va dire, quelqu'un va dire la beauté, elle est que subjective, donc les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Antithèse, la beauté est que objective, donc il y a des femmes objectivement belles et objectivement laides. Et puis, que la vérité, c'est quelque chose qui prend un élément des deux, mais c'est pas une synthèse des deux. La vérité, c'est la réalité. Donc voilà, la vertu d'intelligence, elle apprend ça. On est fondé sur l'observation du réel. Ben, c'est pas facile à notre époque. Alors les vertus de science, maintenant, eh bien, normalement, les vertus de science cherchent la vérité, ça veut dire qu'elles sont donc fondées sur la vertu d'intelligence. En gros, pour être un bon scientifique, il faut d'abord être quelqu'un d'intelligent. C'est évident, normalement, hein. Mais elles le font. Évident, oui. Ça paraît évident, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Vous vous rappelez l'exemple que je vous avais donné, hein? Ce savant fou, c'est une histoire drôle, en fait, hein, qui démontrait que les puces entendaient par les pattes. Et dans sa science, il faisait une expérimentation pour le prouver, en disant, regardez, je dis à mes puces de sauter, elles sautent, je leur coupe les pattes. Ah mais 1000 puces, hein, mon échantillon de 1000 puces, elles ne sautent plus, donc elles entendent par les pattes. Voilà, ça c'est la science sans intelligence. C'est même pas la peine de chercher, hein. Je crois que nos auditeurs ont compris le problème de cette démonstration. Donc normalement, l'intelligence précède, notre maître c'est le réel, c'est comme ça qu'est un scientifique, et après, il va développer une série de méthodologies pour atteindre encore mieux le réel, et ben c'est ce qu'on appelle les sciences. Voilà. D'accord. Alors, ben, à moins que vous ayez une question, Sandra, peut-être une remarque? Allez-y, continuez. Eh bien, normalement, regardez Sandra, puisque c'est le réel, le maître, eh bien, tel qu'il est le réel, c'est lui qui va fonder diverses sciences. Et alors, regardez, quand on regarde le réel, on constate des choses. Regardez, dans le réel, on constate qu'il y a des événements qui se produisent toujours de la même façon, à 100%, il n'y a pas de contre-exemple. Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas moi, vous avez à côté de vous un objet, n'importe lequel, une bouteille d'eau. voilà. Donc mettez-la à portée de votre tête, comme ça, et puis lâchez-la. Vous allez voir. Non, je vais peut-être pas faire le test dans le studio. Voilà, vous avez compris. Ça, à 100%, elle va tomber par terre. Hein. Il n'y a pas un exemple où elle ne va pas tomber, elle va rester suspendue en l'air, c'est pas vrai. Donc vous avez bien raison de ne pas me suivre. Hein. Là, je vous aurais tendu un piège et on aurait dû passer la serpillière. Donc des événements se produisent à 100%. Eh bien, ces événements qui sont toujours vrais, ils font des sciences qu'on appelle les sciences dures, les sciences positives. Elles se servent des maths. Et voyez pourquoi? Parce que c'est valable à 100%, ça marche toujours. Et alors elles forment un type de scientifiques qui sont précis, qui sont rigoureux. Vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure, c'est oui ou non. Seulement, le problème, c'est que regardez le réel. Il y a aussi des événements dans le réel qui ne se produisent pas à 100%, qui se produisent à disons 80%. Alors je vais vous tendre un piège, Sandra, juste comme ça pour voir, et je tends le piège à nos auditeurs. Allez-y, trouvez-moi un événement qui se produit, mettons, à 80%, pas à 100%. Je fais exprès, hein, c'est pour vous torturer. Oui, surtout que je n'y ai pas réfléchi avant. Ah oui, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vous tendre un piège. Quelque chose qui ne se produirait pas à 100%. Ben, je pense que si ça ne se produit pas à 100%, c'est qu'il y a un paramètre extérieur qui modifie les conditions de réalisation. Par exemple, si vous posez votre bouteille en l'air, vous la lâchez, mais il y a un petit fil qui la tient. En fait, non. C'est un mauvais exemple parce qu'à 100%, elle ne va pas tomber puisqu'elle est attachée par un fil. Sauf si le fil lâche. Ah oui, sauf si le fil lâche. Hein. Mais alors, vous verrez, si c'est le fil qui a telle résistance particulière, il lâchera à 100%, compte tenu évidemment des petites variations dans le fil, au même poids. D'ailleurs, en science, ils aiment beaucoup ça. Ils font des tests de rigidité avec des machines et pof, le fil lâche. Et comme ça, ils peuvent vérifier qu'un fil d'araignée est peut-être 100 fois plus solide qu'un fil d'acier de la même taille. Ça, c'est de la science dure.
Donc vous voyez, je vous ai tendu un piège exprès. Mais je vais vous donner un exemple, hein. On ne va pas faire attendre plus longtemps. J'espère que nos auditeurs ont trouvé. Ben, c'est simple, un événement qui se produit à 80%, par exemple, les femmes sont attentives à leurs enfants. Est-ce que c'est vrai à 100%? Non, ce n'est pas vrai à 100%, mais là, à la limite, ma réponse précédente n'est pas complètement fausse, parce que si elles ne sont pas attentives à leurs enfants, c'est qu'elles ont un problème autre qui affecte leur instinct maternel. Oui, et c'est le problème de l'être humain qui est hyper complexe, si bien que, aussi bien chez les humains d'ailleurs que chez les animaux, on voit même des animaux qui ne sont pas attentifs à leurs petits à 100%, il y a des variations. Eh bien, ce domaine de la psychologie, ça fonde des sciences qu'on appelle les sciences humaines. Et quand c'est la psychologie animale, ce sont les psychologies animales, donc des sciences molles, on les appelle. Vous voyez, c'est pas du 100%. Et tout le problème, justement, c'est que quand on a affaire à un vrai scientifique de sciences dures, style un physicien, et qu'on lui parle de ces événements qui se produisent à 80%, eh bien, s'il n'est pas vertueux, si sa science est devenue un vice, il est incapable de comprendre ça. Pour lui, ça lui paraît du sentiment. Il a un certain mépris. Sa science à lui, elle est valable, elle est solide, à 100%. Tandis que les sciences humaines, ça marche à 80%, c'est flou, etc. Il ne comprend pas. Et donc c'est là où on voit que l'intelligence, elle est avant les sciences, parce que la personne intelligente, elle va dire, ben c'est simple, quand vous étudiez la chute d'une bouteille sur le sol, eh ben c'est une discipline particulière. C'est pas la même que quand vous étudiez la réaction d'un enfant qui est tombé de sa chaise. Certains pleurent pas, et se montrent courageux, etc. Ça dépend, c'est l'être humain. Tout à fait, oui. Il y a d'autres paramètres qui viennent interférer sur la réaction de la personne. Voilà, toute l'intériorité de l'homme. Vous savez, c'est un peu comme ça, d'ailleurs, on le voit bien. L'informatique, créée par l'homme, par des scientifiques de sciences dures, il y a la réponse 0 ou 1. Donc c'est binaire, c'est oui ou non. Le cerveau humain, les axones, donc les cellules du cerveau, il y a plein de petites connexions. C'est oui, non, peut-être. Vous voyez, il y a plein de solutions. L'être humain, il est dans la souplesse, dans la vie. L'être humain, il est autre chose. Eh bien, comme on peut l'étudier en sciences, il y a des sciences de l'être humain, ça fonde des sciences qui sont réelles, qui ne sont pas du bidon. Quoi qu'en disent certains physiciens, ce sont les sciences humaines. Et je vais même ajouter, Sandra, on va prendre des exemples d'ailleurs tout de suite, hein, avec justement le freudisme, que ces sciences, elles se servent maintenant d'outils mathématiques. Seulement, elles ne le font pas comme dans les sciences dures, avec des équations. Par exemple, vous savez, la chute d'une bouteille, on avait étudié ça en classe, hein, vous avez dû souffrir comme moi de ça. L'accélération, c'est, on disait 8,9 mètres par seconde. L'accélération de la bouteille qui tombe dans le vide. Et alors, ils faisaient des expériences, ils nous posaient des questions comme ça. Je ne sais pas si vous aviez eu ces questions-là. À votre avis, Sandra, est-ce qu'une plume tombe plus vite ou moins vite qu'un morceau de plomb? Une plume de 1 gramme ou un morceau de plomb d'1 gramme? Alors, je connais l'histoire de ce qui pèse le plus lourd, 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb. Ah oui. Je pense que la réponse doit être similaire. Absolument. Si 1 gramme de plume, ça va tomber aussi vite qu'1 gramme de plomb, c'est le poids qui importe. Voilà, mais ça va tomber aussi vite dans le vide. Ça veut dire que les scientifiques, c'est ça, ils vont être très bons pour expliquer ça. Par contre, si c'est dans l'air, comme le morceau de plume est ralenti par l'air, il va tomber évidemment moins vite que le petit pois qui, lui, perce l'air beaucoup plus rapidement. Mais dans le vide, sur la Lune, par exemple, je crois que c'est Armstrong qui avait fait l'expérience, une plume, un morceau de plomb, ils avaient fait tomber, ils étaient tombés exactement à la même vitesse parce que c'était le vide, il n'y a pas d'air sur la Lune. Donc vous voyez, ça c'est les sciences dures. Parce que comme les plumes sont plus volumineuses que le petit gramme de plomb, il va y avoir elles vont être ralenties par l'air, c'est ça? Voilà. Et là, il n'y a pas de problème, ça marche à 100%. Ce sont des domaines de sciences dures. Par contre, regardez, autre exemple, je fais tomber mon enfant par terre, on ne s'intéresse pas beaucoup aux sciences dures, à la vitesse de sa chute. On va s'intéresser à sa réaction. Et donc ça, c'est un autre domaine de sciences, les sciences humaines. Voilà. Alors si vous voulez, Sandra, si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas d'autres questions sur ça, si les choses sont bien claires, on peut prendre des exemples.
Les parents se demanderaient à son enfant qui vient de tomber, bon, est-ce que tu as calculé à quelle vitesse tu es tombé? Non, c'est juste Oui, mais une petite blague. c'est une très bonne réflexion. Vous savez, ma femme, à un moment donné, quand elle ne me connaissait pas encore, elle avait rencontré un ingénieur. Et elle pensait peut-être au mariage. Et elle me racontait, c'était incroyable. Il avait tout calculé ma vie comme un ingénieur. Donc on aurait un enfant au bout d'1 an, le deuxième au bout de 2 ans, etc. Elle serait femme au foyer, tac, tic, tac, le revenu, tout était en équation. Et alors, évidemment, ça n'a pas marché, elle est mariée avec moi, parce que, évidemment, il confondait les sciences positives avec la vie elle-même. Donc il avait transformé sa science en un vice. Un vice, pourquoi? Parce que ce qui est au départ une qualité, dans son domaine particulier, c'est génial d'analyser la chute des corps ou la lumière avec des équations. Mais croire que toute la réalité est comme ça, c'est impossible. J'avais un autre exemple, je me rappelle d'un élève, par exemple, sa petite copine, il était extrêmement bon en informatique, hein, et il lui expliquait, dans leur rencontre amoureuse, que tout était chimique. Vous imaginez? Donc il l'embrassait, d'accord? Et puis après, grande théorie d'1 heure sur le fait que c'était chimique. Bien. Voilà, ça n'a pas marché, leur couple n'a pas marché, effectivement. Donc voilà. Alors si vous voulez, à moins que vous ayez une question, allez-y, Sandra, sinon on passe à des exemples. Continuons. Alors, vous vous rappelez, on avait donc dit la dernière fois qu'on aborderait le freudisme. Et je trouve que c'est vraiment un exemple extraordinaire, qui met en jeu l'intelligence, donc toujours ce rapport au réel, et puis aussi des pseudosciences ou des sciences. Alors, pour nos auditeurs, peut-être un rappel de ce que c'est que le freudisme. Freud, donc c'est un psychanalyste du 19e siècle, célèbre comme tout, hein. On ne peut pas y échapper. Quand on va en université, depuis 50 ans, on ne peut pas faire autre chose quand on va en psychologie que d'étudier le freudisme. On pourrait dire que c'est le dieu de la psychologie, quasiment. Alors voilà son système, je vous explique. Freud, dans les années 1850, il est dans une période où ce sont des familles patriarcales dans toute l'Europe. C'est-à-dire que le père a une puissance d'autorité extraordinaire, la mère est une petite chose soumise, qui n'a pas son mot à dire. Et les vertus pour l'éducation des enfants, c'est très souvent des vertus paternelles. Donc l'autorité du père à qui on obéit, le sens de l'honneur, le dépassement de soi. Et alors évidemment, hein, Sandra, à cette époque-là, absolument tabou d'aborder des sujets de sexualité en famille et d'en parler. C'est tabou. On n'en parle pas, personne n'a de sexualité, ou plutôt elle est secrète. Elle est camouflée, et souvent les hommes, ils ont leur épouse, qu'ils ont épousée dans un mariage bourgeois, enfin dans les milieux en tout cas comme ça, pour l'apparence, et puis à côté de ça, pour le plaisir, ils ont des maîtresses ou des prostituées. Résultat, Freud, il naît dans ce milieu-là, il est confronté à une éducation comme ça, et après, quand il se retrouve en hôpital psychiatrique à s'occuper de malades, puisqu'il est devenu médecin, ben il se rend compte que les malades, à l'époque il n'y a pas de bromure, ils passent leur temps, parce qu'eux ils sont décomplexés, vous voyez, ils n'ont pas de surmoi, il appellera ça, c'est-à-dire d'apparence, ils sont comme ça. Eh bien ils passent leur temps à exprimer leur désir sexuel, ils passent leur temps centrés là-dessus. Autant ça a été étouffé dans leur enfance, autant ça apparaît. Et du coup, il élabore une théorie pour expliquer l'être humain, où il va dire, et je ne mens pas Sandra, j'ai essayé vraiment de sauver Freud, hein, il dit que tout le comportement humain s'explique par la libido, ça veut dire le désir sexuel. Sans exception, hein. C'est pas le désir de plaisir, non, non. C'est le désir sexuel de plaisir, la libido. Alors, moi je m'étais dit, mais c'est peut-être le désir sexué. Non, 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 non. Il insiste, il le dit, même chez les petits-enfants, tout leur comportement s'explique par ça. Alors regardez comment il le dit. Il dit, un enfant au départ, il est neutre, hein. Il cherche simplement du plaisir sexuel. Et puis son père arrive, comme un surmoi pour l'éduquer, lui impose un comportement extérieur, et la lutte entre le désir du plaisir de l'enfant et le surmoi va donner ce qu'il est devenu adulte, à savoir le moi, donc l'enfant adulte, qui a ravalé tous ses désirs sexuels en lui, il les a avalés, il les a mis inconsciemment. Et puis il a une attitude extérieure mondaine. Seulement, dit Freud, regardez, le comportement des adultes, tout leur comportement est centré sur cette libido. Mais c'est inconscient, ils le nient, parce qu'ils ont une apparence extérieure par le surmoi et par l'éducation. Et c'est comme ça qu'il va se mettre à interpréter
tous les gestes manqués. Je ne sais pas, vous prenez une bouteille d'eau. Par exemple, l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, je vous ai dit de mettre la bouteille d'eau par terre et de la lancer. Eh bien, chez un psychanalyste freudien, à la rigueur, il y aura une signification liée à ma propre sexualité. Bouteille d'eau, vous voyez, symbole phallique, etc. Elle allait tomber par terre, donc symbole d'éjaculation, je suppose. Enfin, des tas d'explications comme ça. Et je ne caricature pas. Tout est interprété chez eux comme ça. Tenez, encore un exemple. À son époque, Freud, il avait constaté que les petits garçons, souvent, comment dirais-je, ils avaient une relation intime, affectueuse avec leur maman, qui était le milieu d'affection. Et que le papa arrivait dans la maison en mettant l'autorité, la discipline, ce qui fait que le papa était nuisible. Eh bien, Freud, il interprète en disant, c'est simple, le petit garçon, en fait, il est amoureux de sa maman, secrètement, inconsciemment, et le papa, c'est le rival. Donc il doit tuer symboliquement cette autorité du père pour arriver à vivre lui-même et épouser symboliquement sa mère. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe? Voilà, c'est exactement ça. Vous l'avez reconnu. Mais regardez pour la petite fille, c'est pareil, il dit, la petite fille, elle se rend compte dans le bain qu'elle n'a pas de zizi. Il lui manque une pièce, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Comme il lui manque cette chose-là, eh bien, elle se replie sur elle. Elle va mal. Elle a des gestes de repli vraiment de son corps. On la voit toute silencieuse à la maison. Et par contre, quand elle est épanouie, par exemple, elle fait de la danse classique, on la voit avec des gestes de bras, de mains qui sont gracieux, qui sont écartés et qui représentent en fait des phallus de substitution. Elle a trouvé son équilibre, ça y est. Alors, vous me direz, j'exagère. Mais pas du tout, j'exagère pas. Quand on lit Françoise Dolto, elle a tout un bouquin où elle explique ça. C'est une psychanalyste du XXe siècle, la mère de Carlos, le chanteur. Donc, elle explique tout ça par cette grille d'analyse de Sigmund Freud. Alors, évidemment, si vous allez voir un psychanalyste maintenant, et que vous lui dites, mais vous expliquez tout par ça, mais non, moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que mon père m'a écrasé. J'étais qu'une fille. Dans ma jeunesse, je comptais pas. Eh bien, il va vous répondre, Sandra, c'est parce que votre surmoi nie ce qui est présent dans votre inconscient, à savoir, vous aviez le désir d'une unité sexuelle avec votre père, complexe d'Oedipe, etc. Il n'a pas voulu, et vous digérez ça mal. Ce sont les complexes. Voilà le freudisme. Je suis assez consternée par tout ce que vous nous expliquez. Alors, évidemment, heureusement, actuellement, on peut en parler, parce qu'il y a eu des philosophes qui ont démonté le freudisme. Vous savez, en particulier, celui qui a écrit le traité d'athéologie, c'est un philosophe athée, hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un petit oubli, mais il passe dans les médias et il a démonté le freudisme, ce qui est nouveau, hein. Il n'est pas chrétien, mais il a montré que c'était une falsification. Alors, maintenant, regardez, si on prend notre simple intelligence, l'intelligence simple, pas la science, hein, pas encore, pas la science psychologique, mais le bon sens. Imaginez qu'on explique ça à une maman africaine, une petite maman qui sait élever ses enfants. Et on lui explique, par exemple, parce que Freud, il va s'occuper de l'enfance aussi, hein, on lui explique les 3 âges de l'enfance d'après Freud. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, hein, je vais vous le raconter, vous allez voir, c'est surprenant. Hein. Pour Freud, le premier âge, c'est l'âge buccal. Donc c'est sexuel, hein, attention. La preuve, il tète sa mère. Donc on voit bien, c'est l'âge où il tète, donc c'est à peu près de 0 à 1 an. Ensuite de ça, c'est l'âge anal. Vous savez, il essaye d'être propre. Et sa maman lui dit, mais c'est bien, tu as fait dans le pot. Et du coup, il a toute une analyse, Freud, sur l'offrande à sa maman qui est contente du caca. Vous voyez, parce qu'il ne l'a pas fait dans sa couche. Et enfin, il y a l'âge phallique. C'est quand le petit garçon découvre son zizi ou la petite fille découvre qu'elle n'en a pas. C'est entre 3 et 6 ans. Et donc, il s'explore le corps. Donc, regardez, dites ça à une maman. Une petite maman africaine qui élève son enfant, elle va dire, ben oui, il y a des âges corporels. Hein. D'abord, il tète, puis ensuite, il apprend à être propre, etc. Bon, il découvre son corps, c'est sûr. Mais elle va dire, mais il y a des choses bien plus profondes. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandra? Là, vous, est-ce que vous analyseriez comme ça un enfant qui grandit? Ou est-ce qu'il n'y a pas des critères plus intéressants que ces trucs-là? Mais qui sont vrais matériellement, hein? Déjà j'ai un blocage là depuis le début de vos explications sur la théorie de Freud.
sur le fait qu'un enfant, un bébé puisse avoir un désir sexuel. Ça, déjà ça passe pas. Ah ben oui, ah, tout Je à fait. n'imagine pas un bébé ayant un désir sexuel. Alors, Ensuite, je m'étais dit, hein, je vais vous répondre à ça. À un moment donné, en lisant Freud, je me suis dit, mais non, il parle d'un désir sexué. C'est vrai que pour un petit enfant, son papa, c'est pas sa maman. Il y a une différence. On sait bien que les petits garçons, ils demandent toujours, ou les petites filles, il y a un bébé qui vient de naître, est-ce que c'est une petite fille, est-ce que c'est un petit garçon? Et non, pour Freud, c'est un désir sexuel. Alors, inconscient peut-être, mais sexuel, vraiment. Alors que le bon sens, avec l'intelligence, répondra, c'est pas ça du tout. Il tète sa maman, c'est un désir de nourriture. Il a faim. parce que le corps de la femme est fait ainsi, et donc il n'y a pas d'autre moyen pour un bébé d'être nourri. Oui. Donc en fait, vous sentez bien que en fait, c'est une projection qu'a fait Freud. Vous voyez un peu la blague qu'on raconte. C'est une blague qui va faire, j'espère, faire rire nos auditeurs. On disait, le sein d'une femme, c'est comme le train électrique. C'est fait pour le petit enfant et c'est le papa qui s'en sert. Ben Freud, il a projeté ça. On peut dire ça. Le bébé, il a absolument pas la même idée qu'un adulte. Lui, il tète sa maman, c'est pas sexuel, c'est parce qu'il se nourrit. C'est l'instinct de nutrition, c'est évident. Alors évidemment, il y a un plaisir à téter, mais c'est pas le même plaisir. Et ça crée une relation à sa maman, ça c'est vrai. Une relation, c'est sa maman, elle est féminine, lui est un petit garçon ou une petite fille. C'est une relation affective, mais pas sexuelle. Je crois pas. Elle est sexuée par contre, hein, ça c'est vrai. D'où ce que racontent les Freudiens, ils n'ont pas tort. Hein. Vous voyez, tout n'est pas faux chez Freud. Le mariage homosexuel, ils sont très opposés parce qu'ils disent l'enfant se structure par le fait que sa maman est une femme, son papa est un homme. Et je pense qu'à l'époque de Freud, les biberons tels qu'on les connaît ne devaient pas exister, et c'était certainement impensable qu'un papa se lève la nuit pour donner le biberon au bébé. Ah oui, c'est impensable. Ben voilà. En fait, moi je crois qu'on peut analyser Freud avec du bon sens. Je vais vous dire ce qui s'est passé pour Freud. Il est à une époque où la maman est étouffée, le papa est dominant, donc les valeurs masculines sont dominantes. La petite fille, c'est pas parce qu'elle n'a pas de zizi qu'elle se replie sur elle. C'est parce que on lui dit tout le temps, t'es qu'une fille. C'est ton frère le premier. Moi je sais que mon père dans les années, donc il est décédé maintenant, mais dans les années 40, il passait son diplôme et sa sœur lui avait demandé à son père, et moi j'aurais quoi? J'ai pas de diplôme, tu me payes pas d'études. Et il lui avait répondu, toi t'es qu'une fille. Ben pas étonnant, si elle est tout le temps en train de servir à table, que le petit garçon c'est le petit roi de la famille, ben elle va se dire, moi on m'aime pas. Alors est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas de zizi? Matériellement peut-être, mais il faut quelqu'un comme Freud pour croire qu'en fait la petite fille, elle regarde l'absence du zizi. Non, son problème c'est qu'elle n'est pas aimée. Il a confondu sexualité et affection. Vous voyez, c'est ça, tout simplement. Et il a calqué, on va dire, des habitudes sociales qui mettaient les femmes au deuxième plan sur une réalité universelle. Voilà. Alors que maintenant, du coup, on est très embêté parce que lorsqu'on voit les enfants, ou là, véritablement en Europe, on élève nos filles, nos garçons avec le même amour, la même autorité. Eh bien, on ne voit pas ça. La grande souffrance des enfants, c'est évidemment que leurs parents divorcent, qu'ils s'aiment plus. Et c'est vrai que à l'adolescence, les enfants veulent se séparer de l'autorité de leurs parents, père et mère, de l'amour un peu envahissant parfois de l'un des deux, ou des ordres que donne l'un des deux. Mais ça, c'est pour devenir adulte. C'est certainement pas dans un rapport du complexe d'Oedipe, donc tuer son père pour épouser sa mère. Non, c'est devenir adulte. Donc vous voyez, on a une analyse qui est tout à fait différente. Et c'est pourquoi je vous disais, Sandra, qu'à mon avis, le freudisme, c'est un vice de l'intelligence. Ça veut dire une disposition stable qu'ont acquis les personnes qui ont fait une psychanalyse et qui leur fait regarder la réalité avec des lunettes qui déforment. Et ça, on va le voir, si vous voulez, encore mieux, quand je vais vous raconter un peu ce que donne la philosophie réaliste, celle qui, me semble-t-il, est de l'ordre d'une vertu et qui regarde vraiment les enfants tels qu'ils sont. Vous allez voir en comparaison. Je suis sûr que vous n'allez pas être scandalisé. Ça va au contraire correspondre. Donc vous voulez qu'on prenne cet exemple? Voilà, allons-y.
Alors regardez, si on demande à une maman, donc toujours pareil, qui a du bon sens, qui n'a pas de science, qui n'a pas fait d'études, mais qui regarde les enfants, quels sont les âges par lesquels passe un petit enfant pour grandir? Ben, elle va dire c'est très simple. Au début, il est tout petit, il ne comprend pas. Donc il faut le nourrir, et puis il faut poser ses limites. Il faut plein d'amour, et il faut déjà de l'autorité. Ça veut dire qu'une maman qui serait toute angoissée parce que le petit bébé, etc., il pleure un petit peu trop, il chouine, ben, l'enfant il va être angoissé. Ou alors qu'il se précipite immédiatement au moindre de ses désirs, ben, il va prendre le pouvoir. Non, une maman c'est quelqu'un de solide. Eh bien, on met plein d'amour, on le porte sur soi, et puis il y a aussi de l'autorité, t'es que le bébé. C'est l'âge de la prééducation. Vous voyez, l'enfant n'a pas de caprice, il est tout petit, il a de 0 à 2 ans, disons. Mais malgré tout, on met les repères. Il n'est pas le maître de cette maison. Alors ensuite, regardez, la maman, elle va dire, vers l'âge de 2 ans, là, la soupe, elle lui plaît pas. Ben, il va dire non, j'en veux pas, c'est pas bon. Et bien là, on met l'autorité, tu mangeras ta soupe, alors peut-être pas tout, mais c'est comme ça. Et on continue à mettre de l'amour. C'est ce qu'elle appellera l'âge du non. C'est là où on pose, fondé sur ce qu'on a fait avant, attention, hein. Il ne s'agit pas de commencer à l'âge du non, l'éducation. On l'a commencé, l'éducation, dès qu'il est né. Mais là, il va y avoir peut-être quelques petites fessées de temps en temps, parce qu'il commence à être assez grand. Et puis, on met quelques repères d'autorité et d'amour. Et ça fait un enfant qui n'est pas esclave de ses caprices. Vous voyez, je ne sais pas, Sandra, si vous avez déjà vu des enfants qui n'ont pas eu cette éducation, qui suivent leurs caprices à 2-3 ans et qui se roulent dans les magasins en hurlant qu'ils veulent un jouet. Oh oui, j'en ai déjà vu. Ou alors, je me rappelle de Super Nanny. Vous vous rappelez l'émission Super Nanny? C'était typique, hein. C'était une nounou de bon sens qui récupérait des enfants de 2 ans, 3 ans qui n'avaient pas eu de repère d'autorité. Et à chaque fois, c'était la même chose. Elle instituait des règles de vie que les parents devaient suivre. Et puis malheureusement, comme elle partait de la maison, ben, les parents, ils étaient dans une ornière trop un vice, quoi, par rapport à l'éducation de leurs enfants. Et la plupart du temps, ils n'y arrivaient pas, hein. Mais n'empêche qu'elle mettait les choses en place avec son bon sens. Et alors regardez le 3e âge maintenant. Alors c'est un âge que tout le monde enseignait avant. Ben, c'est l'âge de raison. Ça veut dire qu'à un moment donné, le petit enfant, disons, peut-être vers 4 ans, par là, ou peut-être un peu avant ou un peu après, il pose plein de questions. Et puis il sait très bien quand il fait mal. Il commence à avoir une conscience morale. Vous voyez, l'âge de raison, c'est là où il peut avoir des repères, qu'on lui explique les choses. On fait que son intelligence mûrit, il sait discerner du bien et du mal. Par exemple, s'il voit à la télé une image mauvaise, il va prévenir sa maman en disant « ça, c'est pas bien ». Il est capable déjà d'un petit jugement. Et ça se prolonge comme ça jusqu'à l'adolescence, l'âge de raison. Qu'est-ce que vous pensez de cette description des 3 âges avec le bon sens, je dirais, de la philosophie par rapport à Freud? Oui, ça me semble beaucoup plus cohérent. Alors ça n'empêche pas qu'il y a des choses valables dans ce qu'a dit Freud. C'est vrai qu'au départ, il essaye d'être propre, etc. Mais c'est tellement secondaire par rapport à ça qui touche ce développement de son esprit. Donc quand vous imaginez que Freud explique tout le comportement des enfants par l'âge buccal, anal, phallique, c'est incroyable. Alors il dit que tout ce que je viens de dire là, en fait pour lui, c'est le conscient, et que le conscient en fait est dirigé par l'inconscient, anal, buccal, etc. Et moi je répondrais, mais c'est pas vrai, il y a des tas de choses inconscientes beaucoup plus profondes qui dirigent les enfants. Par exemple, quand ils se posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ils se les posent très vite, hein. À 5 ans, un enfant est capable de poser ces questions-là. Comment voulez-vous... Fait qu'il ait un grand-parent qui soit décédé, et puis il va poser des questions sur où est-il maintenant, comment ça se fait qu'on meurt, etc. Voilà. Eh bien, voyez, ça révèle quoi? Un inconscient qui n'est pas sexuel. Là, c'est un inconscient mystique, spirituel. Ça veut dire que ce petit enfant, eh ben, il sait déjà qu'il va mourir puisque sa grand-mère est morte. Il s'en doute, et donc il se demande s'il la reverra et où on va. Alors, il y avait à l'époque de Freud un ennemi, on peut dire son meilleur élève, qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui s'était opposé à Freud en disant l'inconscient, d'accord, il existe, mais il est bien plus large que ça. Donc, voyez, alors j'ai donc d'un côté la psychologie, un vice intellectuel qui peut expliquer tout par le sexe,
De l'autre côté, l'intelligence qui permet de comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Donc une petite maman qui n'a pas fait d'études, elle le comprend instantanément. Elle dit c'est quoi ces bêtises? Et ensuite, on peut avoir une véritable science psychologique qui va essayer de démontrer comment fonctionne un enfant dans toutes ses dimensions, mais cette fois à travers des expérimentations réalistes. Donc il y a une psychologie qui est valable. Et si vous voulez, c'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, continuons. Alors regardez, je vous parlais tout de suite de l'inconscient. Donc Freud aurait découvert, dit-on, l'inconscient. Donc admettons. Moi, j'y crois pas du tout, hein, mais enfin, admettons que c'est Freud qui l'a découvert. Moi, je pense que les anciens le savaient. Ils appelaient ça la mémoire ou les choses inscrites dans le corps. Donc, prenons un être humain complet. Observons comment il fonctionne, avec un peu de bon sens. Ben, on s'aperçoit que l'inconscient, c'est certain qu'il y a un inconscient sexuel chez nous. Alors, regardez, Saint François de Sales, à la fin de sa vie, il se confessait sur son lit de mort en disant « J'ai commis un gros péché. J'aimais mieux suivre comme, je dirais, comme conseiller spirituel une jolie femme jeune qu'une vieille femme avec des boutons. » Ouais, c'est du bon sens. Vous voyez, il se confessait de quelque chose qui est évident. Tous les hommes fonctionnent comme ça. Et je pense que vous êtes pareil, Sandra. Je suis sûr que vous préférez discuter avec un jeune homme beau qu'avec un vieil homme plein de boutons. C'est évident, n'est-ce pas? Oui, à niveau d'intelligence égale, oui, certainement. Voilà, à niveau d'intelligence égale. Parce que c'est pas le seul critère, vous avez raison. Donc ce critère-là, de l'inconscient physique, il existe. Donc premier degré, le degré biologique. Mais dans le degré biologique, il n'y a pas que ça. D'abord, ça n'existe pas chez les enfants. Ça, je l'affirme, hein, vous aviez raison. Mais il y a le degré de la nourriture aussi. Alors, nous, on s'en rend pas compte. Mais imaginez quelqu'un qui inventerait une psychanalyse fondée sur la nourriture. Ben, ça marcherait tout autant que le freudisme. Pour vous le prouver, Sandra, regardez. Alors, c'est une idéologie nouvelle que je crée maintenant. Vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. En suivant la méthode de Freud, on peut expliquer tout l'homme par la nourriture. Et pour le prouver, c'est très simple. Imaginez que je vous attrape. Je vous enferme dans une pièce. Je mets avec vous, mettons, votre mari. Et je ne mets que un poulet vivant. Avec un papier où il est indiqué que vous serez enfermé dans la pièce pendant 1 mois. Vous avez de l'eau aussi, hein? Eh bien, l'expérience horrible que je viens de faire manifestera des choses présentes en vous, Sandra. L'inconscient de la nourriture. Ça veut dire qu'au début, peut-être que vous ferez un plan pour partager le poulet, mais si tout d'un coup la nuit, votre mari se lève pour manger en douce une cuisse, et pour pas que vous l'ayez, alors là, le lendemain, c'est le drame. C'est le drame. Allez, racontez-moi ce qui se passerait. Il vous a mangé votre part de poulet, il faut tenir 1 mois sans nourriture, et il est allé le faire la nuit. Vous faites quoi? Une belle scène de ménage? Ah oui. Et même, je dirais même plus. C'est une trahison. C'est gravissime. Il a révélé son âme. Alors je ne compte pas pour lui. Il est prêt à manger ma nourriture la nuit, mais je vais mourir de faim, moi. Donc vous voyez, ça révèle des choses que vous ne trouverez jamais chez Freud, mais qu'on trouve en période de famine, qui sont réelles dans l'être humain. Donc il y a bien un inconscient biologique qui est en nous, mais qui est bien plus vaste que celui de Freud. Et vous voyez, c'est réaliste. Des petites expériences comme ça le prouveraient. Mais bon, si on basait une psychanalyse, enfin une théorie psychologique sur la nourriture, en fait, l'exemple que vous avez pris, c'est plus que la nourriture, c'est plutôt l'instinct de survie. Voilà, parce qu'il est lié à la nourriture, l'instinct de survie aussi. Il n'est pas lié qu'à ça. Il y a aussi l'attaque d'un lion, là il y a un autre instinct de survie qui se met en marche. Mais la nourriture, c'est fondamental. Et nous, on s'en rend pas compte parce qu'on mange tout ce qu'on veut depuis un siècle. À l'époque de Freud, dans son milieu, c'était pareil. Mais rappelez-vous, nos grands-mères, au début de la guerre, 39-45, quand il y a eu les manques, les tickets de rationnement, et bien après, dans les années 50, elles avaient dans leur grenier des paquets entiers de riz, au cas où, du savon, au cas où. Donc ça montre bien. Oui? Oui, je vais vous raconter une histoire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ma prof de philosophie en terminale avait été
Je crois qu'elle était, à l'origine, elle était linguiste. Elle faisait des études en Afrique, je crois notamment. Et un jour, elle était donc en hélicoptère avec d'autres personnes et il y a eu un accident d'hélicoptère avec des blessés et des morts. Elle était indemne. Ils sont restés seulement quelques heures dans le désert, donc dans cet hélicoptère accidenté. Et donc après avoir été récupérés, secourus, quand ils enfin ceux qui avaient été indemnes en ont discuté entre eux, tous, ils avaient convenu ils s'étaient tous pensé en fait que si il y avait besoin de manger, ils commenceraient par les blessés. Ah, tout à fait. Et là, exactement, ils y avaient pensé. Et cette histoire s'est passée réellement en plus. Alors là, ils ont vraiment mangé avec l'histoire de l'accident d'avion, vous savez, dans les Andes, dans les années. Et le pape Paul VI, après, donc ils avaient mangé des cadavres. Pape Paul VI, ces gens-là qui étaient argentins avaient posé la question au pape Paul VI qui avait répondu: vous avez bien fait. Vous avez bien fait, il fallait le faire. Il fallait survivre, le corps était mort, mais il n'avait tué personne. C'est pas comme dans le radeau de la Méduse où là, véritablement, une petite bande de voyous qui étaient unis ensemble ont massacré des femmes et des enfants, les ont jetés à l'eau pour survivre. Le radeau de la Méduse, c'est ce fameux bateau qui a coulé à l'époque, je crois, de Napoléon ou un petit peu avant. Et c'est dans une mer parfaitement calme. Enfin, il s'est pris sur un banc de sable et sur le radeau, des tas de civils étaient présents, il y avait peut-être 200 personnes, et au bout du compte, au bout d'une semaine, il ne restait plus que 6-7 personnes qui avaient tué et mangé les autres. Voilà. Là, dans le cas de ma prof de philo, ce n'était que quelques heures dans le désert. Alors, est-ce qu'il y a eu la peur de ne pas être retrouvé? Est-ce qu'il y a eu la chaleur aussi qui a peut-être joué sur le mental? C'est possible. Tout à fait. Vraiment. Voilà, ben ça c'est l'instinct de nourriture. Eh bien, si un jour quelqu'un veut élaborer, pour se moquer un peu du freudisme, une explication de tout l'être humain par l'inconscient de la nourriture, ça c'est un défi à relever. Je pense que, vraiment, et c'est imparable, parce que regardez, dans le freudisme, tout expliqué par le sexe, qui est vraiment important effectivement dans nos pensées, mais on pourrait tout expliquer par la nourriture. Par exemple, je ne sais pas, vous venez de parler de quelque chose de particulier, ben c'est un acte manqué qui signifie qu'en fait vous voulez me manger. On pourrait inventer ça. Alors évidemment, quand on fait une véritable science psychologique réaliste, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ce niveau fondamental d'ordre biologique. Il y a le niveau sensible, de notre inconscient sensible. Vous voyez, quelque chose qui est en nous et qui est commun avec les animaux. Cette vie sensible qui consiste à voir, entendre, avoir des sentiments. Eh bien, notre vie sensible, elle a tout un inconscient. Par exemple, on a besoin de plaisirs sensibles. Et ce n'est pas que des plaisirs sexuels. Le plaisir sensible, ça peut être, par exemple, une belle musique qui nous calme. Ça peut être, je ne sais pas, observer un paysage. On voit bien, ou se reposer. C'est un deuxième degré de vie. Ce degré de vie, il se structure dans l'enfance par le fait qu'on reçoit beaucoup d'amour, beaucoup de repères. C'est très important. Et ça se voit aussi chez les animaux. Par exemple, pour montrer comment ce degré sensible se structure, prenez un tout petit chien, un bébé avec sa maman. Sa maman, elle l'éduque. Elle lui donne beaucoup de tendresse, elle le lèche, elle le blottit, elle le prend tendrement pour le transporter. Et puis, quand c'est pas l'heure de téter, elle met l'autorité. Donc, voyez, ce degré sensible, les mamas africaines, elles ont l'instinct de le faire chez les petits-enfants humains. Elles savent qu'il faut cette part avant qu'ils soient capables de liberté pour développer un équilibre psychologique. Et si vous retirez le bébé chien à la maman chien trop tôt, elle lui a pas appris comment se servir de ses dents. Normalement, quand ses petites dents poussent et qu'il tète et qu'il lui fait mal, ben la maman, elle le mord. Gentiment, mais pour lui montrer que ça fait mal. Et si vous le retirez trop tôt, ben les petits chiens sevraient trop tôt. C'est des chiens qui mordent à la maison. Ils ne sont pas équilibrés. Ils ne sont pas capables d'être dans une maison d'humains parce que la maman n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Ils ont des complexes. Et vous voyez, c'est des complexes qui n'ont rien de sexuel. C'est des complexes liés à la structuration de leur vie sensible. Pareil pour un petit enfant. Par exemple, un enfant qui a manqué d'amour ou qui a eu que de l'amour mais aucun repère dans la première phase, la prééducation, vous voyez, de 0 à 2 ans. Bon, est-ce que j'ai dit tout d'un petit enfant? Ben non, il y a un troisième degré.
qui est propre à l'homme cette fois. C'est le degré de sa vie spirituelle, son intelligence, sa volonté, son intelligence qui cherche à connaître des tas de choses, qui se développe, voyez, à l'âge de raison, mais qui est fondée sur les deux autres degrés. Donc si on résume, tout petit bébé dans le ventre de sa maman, il développe sa vie biologique, il grandit, il est nourri. De 0 à 2 ans, il développe sa vie sensible avec son équilibre, puis à l'âge de raison, il développe sa vie spirituelle avec les devoirs, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. D'accord. Et enfin, 4e degré, regardez, 4e degré, ce qu'on appelle la vie mystique. C'est-à-dire pas seulement l'intelligence qui fait le bien, le mal, mais cette chose propre à l'homme qui fait qu'on se pose des questions sur le sens de la vie. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Eh bien, les enfants, si par exemple il a perdu sa grand-mère, comme vous disiez tout à l'heure, et qu'on lui répond, elle est simplement dans le cercueil ou elle va pourrir. On détruit un désir profond, inconscient, d'une réponse qui n'est pas celle-là. Vous voyez, c'est fondamental. Ça veut dire qu'actuellement, quand les petits-enfants, on leur donne aucune réponse d'ordre mystique liée à la religion, ils développent à l'adolescence des angoisses, ils ne savent pas d'où elles viennent. Il y a un inconscient mystique qui n'est pas comblé en eux. Alors je peux vous raconter une histoire pour montrer comment c'est réel. Vous vous rappelez peut-être il y a 5 ans de ça, 2 jeunes filles qui étaient adolescentes, qui allaient mal, qui s'habillaient en noir, un peu comme des gothiques. Elles étaient en classe de 5e dans 2 classes différentes et en classe de 4e, elles se sont retrouvées dans la même classe et elles se sont parlé. Et toutes les deux étaient dans le même trip, à savoir, cette vie sert à rien, il n'y a pas de sens à la vie. Un jour, elles se sont rendues chez l'une d'elles qui vivait dans une tour avec à peu près 5 étages. Elles ont écrit un mot d'adieu à leurs parents et en se tenant par la main, elles ont sauté. Et je me rappelle, ça avait fait un scandale terrible parce que le mot disait il n'y a pas de sens à la vie, des choses comme ça. Et leurs camarades sur leur blog disaient on espère que là où vous êtes plus heureuse que quand vous étiez sur Terre. Ça, c'est l'inconscient mystique. On prive les enfants de réponses, et ils développent des tas de complexes. Ils vont chez des psychologues, ils sont angoissés, et les psychologues, comme ils n'ont pas appris ça, ils n'ont eu que l'éducation freudienne, ils cherchent dans la libido. Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur âge anal, dans leur âge phallique? Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas de sens à leur vie, mais ils ne peuvent pas trouver. Vous voyez, l'idéologie freudienne ne leur donne pas la grille réaliste pour chercher d'autres inconscients. Voilà. Oui. Sandra, à vous, si vous avez une question. Sinon, je pense qu'on prendra des exemples encore. Alors, prenons quelques exemples. Ah oui, si vous voulez. Parce que, vous voyez, là, on a développé beaucoup de théories. C'est 4 degrés de vie. Donc, regardez, on va les appliquer, si vous voulez. J'ai une histoire, une idée, par exemple. Tiens, tenez. Appliquons-le parce qu'elles sont vraiment les clés de voûte de la psychologie. Appliquons-le sur le cancer. Le cancer, donc cette maladie, vous allez me dire, mais ça n'a pas de rapport. Je me rappelle qu'à côté de l'école où je travaille, il y avait un monsieur qui faisait du yoga. Il enseignait le yoga à ses patients. Et un jour, je le rencontre, il me dit « Tous les cancers ont une origine psychologique. » Ça veut dire que lui, il disait « Tout est lié au degré numéro 2. » Vous savez, le degré numéro 2, j'avais dit, c'est les sentiments qu'on éprouve. On se sent bien ou on se sent mal, on se sent équilibré dans sa vie. Sandra, qu'en pensez-vous comme ça, a priori? Est-ce qu'à votre avis, tous les cancers viennent d'un malaise en soi, de certaines angoisses qu'on a ou de peurs inconscientes? Vous diriez quoi comme ça, a priori? Alors, a priori, je dirais que lorsqu'on a un cancer, c'est vrai que le moral peut agir et faciliter la guérison. Sur la survenue d'un cancer, il est possible que le stress soit un élément déclencheur, mais ce n'est pas la cause principale. Eh bien voilà, vous voyez, vous avez tout à fait raison, je suis complètement d'accord avec vous. Moi je dirais qu'en fait, quand on se sert des 4 degrés de vie que je vous ai indiqués, eh bien on trouve 4 facteurs déclenchants possibles des cancers. Et vous allez voir, on va prendre des exemples. Alors, il me disait, tous les cancers sont d'origine psychologique. Je lui ai répondu, c'est très simple. Je vous mets dans le réacteur de Tchernobyl, juste 10 minutes. Je vous sors, vous verrez, vous aurez bon moral, mauvais moral, vous ferez ce que vous voudrez, mais vous aurez un cancer. Ah, il n'y avait pas pensé. Et j'ai dit oui, il y a des cancers purement biologiques. Donc le premier degré,
Le corps, il peut mal fonctionner et vous avez beau avoir le moral, votre cancer vous emportera. Ou vous travaillez des années dans un bureau avec une climatisation qui n'est pas entretenue, vous pouvez avoir un cancer des poumons. Voilà. Et là, pour une raison simple, des bactéries. Alors, c'était un petit peu, par exemple, le cancer de l'utérus. Ça, il y a eu des médecins qui se sont penchés pendant des années, on remarquait des cancers de l'utérus chez les jeunes filles. Et donc, on pensait à un critère psychologique. Et puis, on a découvert récemment qu'en fait, non, c'était une bactérie, enfin un virus. Ils appelaient ça le papillomavirus, un virus particulier chez ces femmes, jeunes femmes qui avaient eu des relations sexuelles et qui, étant sur la paroi de l'utérus, provoquait une sorte d'acidité et chez un certain nombre de femmes des cancers. Du coup, ils ont développé un vaccin contre ce virus et maintenant ils le conseillent aux jeunes filles. Oui, ils en font la publicité, mais je sais pas, je suis assez sceptique par rapport à l'utilité de ce vaccin. Tout à fait, parce que en fait, certaines personnes ont peur que l'excipient du vaccin développe par ailleurs d'autres effets négatifs comme des scléroses en plaques. Donc il y a un doute par rapport au vaccin. Mais en tout cas, c'était juste pour vous montrer qu'un cancer comme cela, l'utérus, peut aussi parfois avoir une cause d'ordre biologique. C'est vrai. Mais maintenant, regardez, si je prends le deuxième degré, donc le degré psychologique, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez connu des femmes qui, par exemple, ont un grave accident familial, style un divorce, une trahison de leur mari, un choc terrible, qui, à un moment donné, est tellement fort que ça provoque un arrêt de leurs règles. Une angoisse, vous voyez, qui se répercute sur leurs hormones. Et puis, pof, 6 mois plus tard, cancer du sein ou cancer de l'utérus. Dans l'école où je travaille, ça a eu lieu 2 fois, cette affaire-là. Vous voyez ? Et là, on ne pouvait pas s'empêcher de faire le lien. La coïncidence était frappante. Un choc affectif terrible, 6 mois plus tard, cancer hormonodépendant. Oui, mais c'est une cause indirecte dans ce cas-là. Oui. Je pense que la cause première du cancer, c'est un problème hormonal. Après, ce problème hormonal est peut-être causé par un choc émotionnel. Voilà, c'est ce qu'on appelle une somatisation. Ça veut dire qu'en fait, l'être humain, il est tout un. Les 4 degrés de vie que je vous ai indiqués, ils font un seul être humain. Ceux qui ont des angoisses très fortes somatisent dans le corps. Parfois, ça va être une acidité d'estomac qui remonte et qui fait que l'œsophage est attaqué par l'acidité de l'estomac. Parfois, c'est l'intestin, parfois, c'est des boutons. J'ai vu récemment un de mes élèves, sa petite copine l'a plaqué. La semaine suivante, il était couvert de boutons sur le visage. J'avais jamais vu ça, des plaques rouges. Il avait somatisé comme ça. Et parfois, c'est sur les hormones. Donc, comme vous avez dit, arrêt des règles, problème hormonal, choc et développement d'un cancer comme ça. Donc ça montre bien que le facteur déclenchant n'est pas forcément une bactérie, ça peut être aussi un choc affectif. Mais je ne pense pas que ce soit avec des séances de yoga qu'on règle le problème. Non, tout à fait. Enfin, quoique, regardez, si une personne est fort angoissée dans ses passions et qu'un psychologue quelconque arrive à faire qu'elle aille mieux dans ses passions en trouvant le problème, eh bien, il se peut que la somatisation disparaisse aussi. C'est vrai. Donc, il n'a pas tort entièrement, ce prof de yoga. Mais il n'a raison que pour un certain nombre de cas. C'est ça qu'il faut se dire. Vous voyez, lui encore, il avait fait ce qu'on appelle un vice, entre guillemets, intellectuel, une fausse science, c'est-à-dire que quelque chose de vrai qu'il avait découvert, ben, il expliquait tout par ça. Et il a tort. L'être humain est bien plus complexe. Par contre, je pense que la vraie science psychologique, elle, eh bien, elle va regarder tous les cas possibles. Et son maître, c'est le réel. Donc, elle est souple. Alors, prenons maintenant un autre cas. Est-ce qu'à votre avis, Sandra, un cancer peut être développé par une vie morale mauvaise? Donc, quand je parle de vie morale, c'est le 3e degré dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire un choix de vie négatif, destructeur, style une personne qui met toute sa vie dans son argent. Il n'y a que l'argent qui compte pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout dans l'argent, là comme ça je ne vois pas, il faudrait voir en fait ce qu'il fait de son argent. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi les conséquences immanentes de ces actes. En fait, c'est exactement ce que vous disiez. L'avarice ne va pas être une cause directe du cancer, mais une cause indirecte. Parce que regardez, donc il pense qu'à son argent. Du coup,
Sa femme, ses enfants deviennent seconds. Du coup, il les fait souffrir. Un vrai avare, c'est tellement pas de dépenses que c'est difficile. Moi, je me rappelle d'un avare. Vous vous rendez compte, je vais chez lui un jour, il y avait même une araignée qui avait fait sa toile dans les WC parce qu'il économisait l'eau. C'était à ce point-là, c'est-à-dire qu'il fallait aller dans le jardin. D'accord. Alors c'est quand même impressionnant. Donc du coup, en conséquence, eh bien, les conséquences logiques, c'est que ça aboutit à un divorce. Les enfants ne veulent plus voir leur père. Et du coup, la solitude. Et du coup, ça peut développer des angoisses. Et du coup, l'angoisse peut somatiser. Donc vous voyez, le rapport n'est pas direct, mais le spirituel peut agir sur le psychique qui agit sur le physique. Il y a donc des cancers d'origine, effectivement morale, par une vie délurée. Directement, enfin indirectement plutôt, comme vous disiez. Oui, parce que voilà, tout dépend. Donc, si c'est un problème d'avarice, donc ça peut être le fait de, même si c'est remboursé par la sécurité sociale, on ne veut pas avancer l'argent pour faire des examens médicaux de routine qui permettraient de détecter un problème, par exemple. Alors oui, ça peut s'ajouter, mais pour le coup, là, l'exemple que vous prenez ne serait pas du tout cause du cancer. Alors que là, j'ai mis un lien, vraiment, vous voyez, un lien comme une cascade. C'est-à-dire que ça se répercute sur le degré 2, puis sur le degré 1, et on arrive à comprendre qu'une vie mauvaise peut aboutir à ça. Alors, pas dans tous les cas, hein. Il y a des gens dans leur vie mauvaise qui sont heureux, mais regardez simplement Loana, je pensais à ça, Loana. Vous savez, la dame qui avait fait la télé-réalité, la première télé-réalité en France. Donc elle avait un enfant à cette époque-là, elle a placé dans un orphelinat pour pouvoir faire la télé-réalité parce qu'elle cherchait en premier lieu la gloire, être connue. Donc c'est une vie morale qui est mauvaise. Eh bien, petit à petit, ça a provoqué des effets secondaires, à savoir la solitude. Et maintenant, c'est une personne qui a à peu près 35 ans et qui a fait déjà 2 tentatives de suicide. Son corps n'est plus beau, elle a grossi énormément, elle est bourrée d'angoisse. Vous voyez, tout ça se répercute dans l'être humain. Oui, je pensais par rapport à l'argent, en fait, je pensais que vous alliez prendre l'exemple inverse par rapport à l'argent de quelqu'un qui dépense énormément et qui travaillerait pour avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir dépenser énormément et qui dépenserait son argent en fête, donc en alcool, en excès de nourriture. Ça peut aussi, justement, l'excès d'alcool et de nourriture peut entraîner des cancers. Absolument. Voilà, c'est pareil. Donc, comme disait saint Paul, les conséquences immanentes de leur comportement, les conséquences inévitables du comportement peuvent se traduire jusque dans le corps. Et enfin, regardez, il me reste l'exemple du 4e degré. Est-ce qu'une angoisse mystique, par exemple, les hommes qui actuellement, en Europe, on voit bien, n'ont pas de sens à leur vie, donc sont fort angoissés, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ils nieront que ça vient du fait qu'ils ont peur de la mort, qu'ils n'ont pas de but à cette vie, ou matériellement ils sont comblés. Est-ce qu'une angoisse d'ordre mystique sur le sens de la vie peut aboutir à un cancer? Eh bien la réponse est la même, indirectement. Angoisse égale acidité d'estomac, somatisation, etc. Et donc ça peut provoquer un effet sur le corps. Vous voyez, c'est un peu pareil, quoi. Donc les 4 degrés de vie expliquent tous les phénomènes psychologiques. Voilà une science psychologique qui me paraît réaliste. D'accord. Alors je voudrais... Oui. Je pense que nous arrivons au terme de l'émission. Tout à fait. Il reste combien de temps, Sandra? Il reste 1 minute pour conclure. Alors voilà, je conclurai simplement en disant que, à l'heure actuelle, cette science psychologique, vous voyez, qui cherche à connaître le réel, eh bien, elle a voulu se développer de manière scientifique, c'est-à-dire tout ce qu'on a décrit ici, dans cette intervention, les psychologues, eux, ils veulent le faire à travers des calculs mathématiques. Ça veut dire que, plutôt que de dire, comme je vous l'ai dit intuitivement, qu'il y avait des cancers développés par un choc psychologique, les psychologues veulent calculer le nombre de cancers qui auraient une origine par un choc psychologique. Et donc, comment ils font? C'est très simple. Ils prennent un panel de gens qui ont eu un cancer, et puis ils les interrogent. Et ils regardent, dans le cas du cancer de l'utérus, le nombre de femmes qui, 6 mois avant, ont eu un grave problème qu'a provoqué, comme je l'ai dit, etc., etc. Et grâce à des statistiques, ils comptabilisent le pourcentage. Ils essayent de le faire.
Et c'est pourquoi maintenant, dans les sciences psychologiques, en université, les pauvres étudiants qui s'attendent à faire ce qu'on a fait ensemble, qui était très simple, ben ils doivent se taper des maths, des statistiques dans tous les sens. Et souvent, ils se découragent parce qu'eux, ils ne s'attendaient pas à ça. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire de la psychologie en se passant des maths et des statistiques. Il suffit d'observer le réel. Surtout que je crois que parmi les étudiants en psychologie, il y a bon nombre de bacs littéraires, donc effectivement, ils doivent être assez surpris d'avoir des maths à faire. Ah oui, et beaucoup arrêtent en deuxième année, c'est-à-dire en DUG, comme on disait à l'époque, à cause de ça. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils se découragent, il faut simplement qu'ils fassent de la psychologie autrement, telle que je l'ai faite, c'est-à-dire avec des grands philosophes comme Aristote, comme le père Marie-Dominique Philippe. Les cours de psychologie du père Marie-Dominique Philippe sont sur Internet. Là, il n'y a pas besoin de maths, on leur apprend à observer la réalité et à critiquer ces sciences modernes qui prétendent faire des statistiques et qui souvent sont une pseudo-science, parce que regardez, en fonction de la question posée, on aura des réponses différentes. On sait très bien que les garçons, par exemple, si on leur pose la question de leur conquête féminine, ben, ils vont avoir tendance à se vanter. Les filles, plutôt, à être pudiques. Et donc les chiffres, ben, qu'est-ce qui est vrai? On croit faire des statistiques? Souvent, on fait que élaborer, je dirais, une manifestation des vantardises des uns et de la discrétion des autres. C'est de la pseudo-science parfois. Hein. Tout à fait. Bien, merci beaucoup Arnaud Dumouche. Nous vous retrouvons donc mercredi prochain. Nous verrons la vertu de science par rapport aux sciences dures. Hein, ah oui, ça c'est ça. Et j'espère qu'on arrivera à rendre ça aussi intéressant qu'aujourd'hui. Vous voyez, pas trop compliqué. Mais c'est vrai que peut-être pour nos auditeurs, ça sera moins marrant parce qu'on va parler de physique, de biologie, de chimie. Donc voilà, on verra. On va essayer en tout cas.